Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier la Société algérienne de pathologie hypophysaire de me permettre de faire cette présentation, ainsi que le laboratoire Estève pour l'invitation. Et je vais donc discuter aujourd'hui de la prise en charge diagnostique et thérapeutique des hypercortisolismes sévères. Alors au vu du nom de votre société, j'ai décidé de me concentrer sur les hypercortisolismes ACTH dépendants. On pourrait éventuellement discuter des corticosurrénalomes, mais ce n'est pas l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, et même s'il s'agit de la Société des pathologies hypophysaires, vous voyez que je suis parti d'un cas de sécrétion ectopique d'ACTH, puisque c'est quand même la cause la plus fréquente d'hypercortisolisme. Alors tout d'abord, quelques mots sur ce qu'est un hypercortisolisme sévère, ou en tout cas on va dire dans la pensée globale. C'est un mode d'entrée qui reste quand même assez rare, des complications sévères avec un risque vital, et qui se définit classiquement, même si quand on cherche une vraie définition de l'hypercortisolisme sévère, on n'en trouve pas, des taux de sécrétion qui sont très élevés, classiquement un cortisol iborinaire de 24 heures qui est supérieur à 10 fois la normale, pour certains 5 fois la normale, avec le plus souvent, pour les hypercortisolismes ACTH dépendants, un lien avec une sécrétion ectopique d'ACTH, et donc il va nécessiter un traitement de sauvetage. Donc avant de discuter traitement, en pratique, c'est vrai qu'en règle générale, en endocrino, on est quand même assez formaté sur la façon de faire le diagnostic d'hypercortisolisme, avec une liste de tâches à accomplir qui va du diagnostic positif au diagnostic étiologique, et une fois seulement que ce diagnostic a été fait, la prise en charge de l'hypercortisolisme, des complications, et puis bien évidemment après la prise en charge des séquelles, même si cette prise en charge des séquelles, elle est concrètement prégnante pour les hypercortisolismes dans leur ensemble, mais le plus souvent dans ces hypercortisolismes sévères, la rapidité d'installation de l'hypercortisolisme fait que ce n'est pas le profil de patient qui va présenter le plus de séquelles après, sous réserve que la prise en charge ait été rapide. Et donc on verra en fait que dans l'hypercortisolisme sévère, finalement la démarche elle n'est pas si évidente que ça, et souvent on va pouvoir passer très rapidement les 2 premières étapes et aller directement vers la prise en charge de l'hypercortisolisme et des complications. Alors juste un point pour rappeler que donc, même si on est dans le cas des hypercortisolismes ACTH dépendants, qui représentent à peu près, comme vous le savez, 80% de l'ensemble des hypercortisolismes, on peut avoir aussi, bien évidemment, des hypercortisolismes ACTH indépendants, et je vous ai mis sur cette diapositive la probabilité d'hypercortisolisme sévère, ou le risque en tout cas, en fonction des principales étiologies. Donc même s'il est tout à fait possible d'avoir une maladie de Cushing qui soit à l'origine d'un hypercortisolisme sévère, ce n'est pas le plus fréquent. Voilà, sur cette diapositive, en pratique, ce qu'on voit, c'est que dans la majorité des cas, quand on a un hypercortisolisme sévère, c'est soit lié à une sécrétion ectopique d'ACTH, avec une présentation bruyante, soit lié à un corticosurrénalome malin. Alors, puisqu'on parle d'hypercortisolisme ACTH dépendant, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais juste vous rappeler cette étude qui a été publiée par l'équipe de Bordeaux d'Antoine Tabarin et de Bicêtre, en collaboration avec une équipe de Belgique pour des données de validation, basée sur 283 patients avec hypercortisolisme ACTH dépendant. Et donc l'objectif de l'étude en pratique, c'était, faisant suite à la rupture de CRH, de déterminer s'il y avait des marqueurs simples en fait qui pouvaient permettre d'orienter plutôt vers une maladie de Cushing ou plutôt vers une sécrétion ectopique. Et donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, de cortisol iborinaire des 24 heures supérieur à 10 fois la normale, vous voyez que dans leur série, ils étaient à 30% de maladie de Cushing contre 67% de sécrétion ectopique. Alors le but de l'étude, c'était surtout de dire que dans les CLU bas, la grande majorité des patients avaient une maladie de Cushing. On va voir que c'est pas forcément en accord avec l'ensemble des données publiées dans la littérature, mais spécifiquement pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a quand même une probabilité de 2 tiers, 1 tiers, voire plus, que ça soit une sécrétion ectopique. Et alors pourquoi je dis en pratique que ce n'est pas toujours vérifié ? C'est pas toujours vérifié, parce que vous voyez que dans cette série qui est sortie en 2017, où ils s'intéressaient finalement au niveau de sécrétion
de cortisol dans les sécrétions ectopiques. Si on regarde juste sur le cortisol libre urinaire des 24 heures, il y avait quand même 20% des patients qui présentaient un CLU à moins de 3 fois la normale et 70 à plus de 5 fois. Ce qui veut dire donc, indépendamment de ce qu'on a traité aujourd'hui, qu'effectivement quand le CLU est bas, les données sont contradictoires pour savoir si c'est obligatoirement une maladie de Cushing ou si c'est ces fameuses sécrétions ectopiques occultes d'ACTH qu'on peut voir et sur lesquelles souvent quand on fait des examens d'imagerie, finalement on a une imagerie qui est négative. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec un cas d'une patiente de 65 ans qui se présente aux urgences, donc c'est une patiente du service. Elle rentre sur une présentation qui est quand même assez sévère, plutôt catabolique, avec une perte de 7 kg en 6 mois, des œdèmes des membres inférieurs, une asthénie très marquée, des signes d'hypercortisolisme avec une fragilité cutanée, des hématomes au niveau des bras et une candidose orale. Vous voyez qu'à l'entrée aux urgences, elle a une tension qui est à 18-11, elle n'a pas de problème respiratoire particulier, légèrement tachycarde, pas de traitement, pas d'antécédent. Et à la biologie, ce qui frappe au premier point, c'est d'abord la kaliémie qui est très basse, 2,2 mmol par litre, la glycémie qui est très haute chez une patiente qui n'est pas connue pour être diabétique, et j'ai rajouté une petite perturbation du bilan hépatique pour discuter de la problématique du kétoconazole avec bilan hépatique. Mais à l'époque, cette patiente, elle avait un bilan hépatique normal. Donc elle a une radio du thorax, un scanner corps entier qui retrouve un cancer pulmonaire avec des métastases hépatiques et au bilan hormonal qui est fait devant cette hypokaliémie avec hyperglycémie, un point à la volée, retrouve un cortisol à 245 microgrammes par décilitre. Donc si vous êtes en nanomol, en équivalent à 750 nanomol à peu près, un ACTH qui est à 120 picogrammes par ml pour une normale entre, on va dire, 10 et 40, un cortisol libre urinaire des 24 heures qui est à 20 fois la normale, et une chromogranine A qui a été faite, pour laquelle on avait eu le résultat après, bien évidemment, qui est à 30 fois la normale. Donc la question devant cette patiente, c'est finalement quelle prise en charge on fait, en gardant en tête le schéma classique qui voudrait qu'on fasse diagnostic positif, diagnostic étiologique. Et donc je vous ai remis ici la démarche diagnostique classique devant une suspicion d'hypercortisolisme, publié entre autres par Maria Flesseriou, c'est les Guidelines de la Pituitary Society en 2022, et donc bien évidemment vous savez que normalement on doit faire plusieurs tests, un test de freinage et ou cortisol libre urinaire de 24 heures à répéter du fait de sa variabilité et ou cortisol salivaire au coucher à répéter également du fait de sa variabilité, et normalement quand on a deux tests positifs on considère qu'on a effectivement un syndrome de Cushing. Bon, je pense qu'on sera tous entièrement d'accord pour dire que devant ce tableau ultra sévère avec un CLU très augmenté, il n'y a pas trop de discussion sur le diagnostic positif. Dans les diagnostics différentiels, on aurait pu évoquer un hypercortisolisme d'entraînement, un pseudo-Cushing, mais bien évidemment, les pseudo-Cushing ne donnent pas des CLU aussi élevés. Donc pas de doute sur le diagnostic positif, passons directement à la démarche suivante qui est, comme je vous avais dit, le diagnostic étiologique. Donc on est toujours en fait sur ces diapositives du consensus de la Pituitary Society auquel j'avais participé, avec des taux d'ACTH à mesurer. Dans notre cas, ces taux d'ACTH sont très augmentés, et donc la question principale à se poser chez quelqu'un qui arrive avec ce bilan-là mais qui n'aurait pas eu de bilan d'imagerie, c'est est-ce que c'est une maladie de Cushing ou une sécrétion ectopique ? On pourra reparler éventuellement de la problématique des examens d'imagerie, mais bien évidemment, comme pour la première situation, cette patiente elle a un cancer pulmonaire, probablement un cancer pulmonaire à petites cellules, avec des métastases hépatiques, et donc là encore, il n'y a pas de doute sur le diagnostic étiologique. Donc cette patiente qui a un tableau ultra sévère d'hypercortisolisme, finalement, ce que ça nous montre, c'est que dans ce cas très précis, la démarche diagnostique ne doit pas retarder la prise en charge, qui est une urgence vitale. C'est un message, nous, qu'on essaye souvent de faire passer, d'ailleurs, aux internes en formation, d'arriver à sortir des clous classiques du dépistage quand il y a des tableaux qui sont évidents. Et donc dans ce cadre-là, ce qu'il faut, c'est se limiter à un minimum de dosages qui vont surtout avoir pour effet, certes, de confirmer le diagnostic, mais surtout d'avoir une base de départ pour définir ce qui va pouvoir être utilisé en termes d'approche thérapeutique. Donc ce qu'on a l'habitude de faire, nous, c'est d'abord un cortisol libre urinaire des 24 heures, un cortisol plasmatique et salivaire, où on fait un point à 8 heures, un point à minuit, bien évidemment, pas de test dynamique ou de démarche complexe, encore une fois, dans ce cas très précis.
On fait une prise en charge immédiate des comorbidités, on en rappellera. Et puis l'objectif prioritaire, si on part sur un traitement médicamenteux, et j'ai bien conscience des limites d'accessibilité des molécules dans votre pays, mais ça me semblait quand même important qu'on puisse en discuter. L'objectif prioritaire, c'est d'essayer de baisser les taux hormonaux le plus rapidement possible, puisqu'on est dans une situation à risque vital. Alors, les complications d'hypercortisolisme sévère, il y en a plusieurs. Elles avaient été bien rapportées dans cet article de Peter Kamenicki en 2014, qui était un des premiers articles en fait qui s'intéressait à l'association d'inhibiteurs de la stéroïdogénèse pour contrer ces hypercortisolismes. Donc, vous avez bien évidemment l'hypokaliémie sévère, les poussées hypertensives, la décompensation acidocétosique. On a régulièrement des problèmes de coagulation avec des patients qui vont avoir, quand on a un peu de chance, on va dire, une phlébite, c'est-à-dire une symptomatologie clinique évidente, mais des fois, quand on a un peu moins de chance, directement une embolie pulmonaire avec un tableau qui va pouvoir se manifester par une détresse respiratoire et un diagnostic qui va être fait sur les gaz du sang ou sur le scanner. La problématique de l'infection opportuniste pulmonaire, j'en reparlerai un peu après. Le point important à retenir, c'est que l'hypercortisolisme modifie la réponse du système immunitaire, et cette réponse du système immunitaire, elle va être impactée à deux niveaux. Elle peut être impactée quand le cortisol augmente, mais elle peut aussi et surtout être impactée quand le cortisol baisse, et donc on peut se retrouver soit avec des infections opportunistes au diagnostic, soit avec des infections opportunistes au moment où on fait baisser les taux de cortisol. Mais on en reparlera sur les diapositives ultérieures. Et puis le dernier point, nous on a quand même eu 2 tentatives de suicide dans le service, c'est les troubles psychiatriques, avec le risque donc de tentative de suicide et puis de dépression sévère. Vous avez quelques photos tirées de l'article de Peter Kamenicki. Donc finalement, la prise en charge en fait de ces hypercortisolismes sévères, elle va être basée sur la notion de 2 tableaux en parallèle, puisqu'en pratique, on peut faire du traitement symptomatique, mais ça va être difficile de contrôler si les taux de cortisol restent très élevés. Et donc, ce qu'on a l'habitude de faire maintenant dans le service de façon un peu systématique, c'est un traitement symptomatique de chacune des complications. Pour l'hypokaliémie, une supplémentation potassique et un ajout systématique en fait de spironolactone, avec souvent des doses qui vont être supérieures à 75 mg par jour, de l'ordre de 100 à 150. On rajoute assez facilement de l'amyloride, 5 à 10 mg, en prenant en compte le fait que 5 mg d'amyloride correspondent à peu près à 4 g de potassium sur le plan de l'efficacité, et donc ça peut permettre de limiter finalement le nombre de comprimés à prendre. Bien évidemment, on peut toujours faire de la supplémentation potassique classique. Le diabète doit être traité par insuline, on met systématiquement une anticoagulation préventive, et puis on a l'habitude, nous, mais encore une fois, on en reparlera un tout petit peu après, de mettre en place une antibioprophylaxie par Bactrim, 1 par jour, pendant 10 à 15 jours à peu près, sous surveillance bien évidemment de la créatinine et de la tolérance. Et puis après, on a tout ce qui est psychiatrique, et donc ces patients-là, ils sont évalués systématiquement par un des psychiatres de notre unité, de l'unité mobile en fait de l'hôpital, qui prescrit d'ailleurs souvent des traitements symptomatiques. Et puis en parallèle de ça, on va essayer de faire baisser les taux. Et donc pour faire baisser les taux, il y a plusieurs possibilités en fonction de ce à quoi vous avez accès. Donc il y a bien évidemment la suranectomie bilatérale qui a pendant longtemps été considérée comme le traitement absolu des hypercortisolismes sévères. Et puis les inhibiteurs de la stéroïdogénèse d'action rapide dont on aura l'occasion de reparler. Alors là, c'est juste pour, c'est le deuxième papier qui est sorti, piloté par Bordeaux en 2015, avec des données également de Bicêtre, pour vous donner un exemple d'une vingtaine de patients et des traitements symptomatiques qui avaient dû être utilisés. Vous voyez qu'en termes de potassium, des fois des quantités de potassium assez élevées, en termes de spironolactone, là encore des quantités de spironolactone parfois très élevées, de l'ordre de 300 mg ou 350 mg par jour, et puis de l'insuline en fait pour certains patients. Alors, les infections opportunistes, en fait, c'est un des points clés, puisque nous, on a quand même eu un certain nombre de patients qui ont fini en réa sur des baisses de cortisol et des complications respiratoires. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est que l'hypercortisolisme va modifier la réponse du système immunitaire avec une immunosuppression, une colonisation par des organismes opportunistes et qui vont se réveiller au moment où il va y avoir une nouvelle modification du système immunitaire induite par la baisse des taux de cortisol.
Donc c'est souvent à ce stade-là, ça peut quand même se voir au stade de Cushing sévère dès le début, mais le plus souvent c'est vraiment quand les taux baissent, et donc je vous ai cité les 4 principales atteintes, la pneumocystose, l'aspergillose, la nocardiose et la cryptococcose. En fait ça a été décrit déjà il y a une quarantaine d'années, avec un risque d'autant plus élevé que les taux de cortisol sont plus élevés au diagnostic. Donc je vous présente ici l'étude française qui était sortie dans les annales d'endocrino en 2023. 25 patients avec pneumocystose. Vous voyez que dans la majorité des cas, en fait, c'était dans le cadre de sécrétion ectopique ou dans le cadre de corticosurnum malin. Ça représente 80% des patients, avec des CLU le plus souvent qui étaient très augmentés. Vous voyez, quand on prend la barre théorique de 10, on est à 85% des patients qui avaient un CLU supérieur à 10 fois la normale. Bon, je vais passer sur ça, qui reprend un petit peu les traitements, mais pour certains de ces traitements, je sais que vous n'avez pas accès à ces traitements-là, voilà. Et puis, le devenir de ces patients, sur la série française, il y en a quand même 20% en fait qui sont décédés après passage en soins intensifs. Vous voyez qu'il y avait 15 patients sur les 25 qui ont dû passer en fait en soins intensifs, du fait de problèmes respiratoires. Donc les conclusions en fait de l'étude, c'était de dire que, vous voyez qu'ils fixaient un seuil à 5 fois la normale pour le CLU, et que de dire que dans ce cas, il y avait une indication en fait à mettre sous Bactrim, soit avec un protocole de 3 fois par semaine, que nous on n'utilise pas, soit avec un protocole quotidien. Et ce qui était montré en particulier dans l'étude, c'était que le risque il était majeur dans les 10 jours qui suivaient la baisse des taux de cortisol. Donc c'est quelque chose qu'on a gardé en termes d'utilisation. Donc en règle générale, on les met 10 jours sous Bactrim, en espérant que les taux de cortisol baissent pendant ces 10 jours, et puis après on arrête. Et vous voyez en fait que sur ce papier-là, l'autre proposition, c'était de considérer que certains patients qui avaient un CLU à moins de 5 fois la normale pouvaient avoir des critères associés qui pouvaient définir une agressivité, une cause néoplasique, un impact clinique ou biologique majeur, en particulier avec une hypocalémie. Et puis il y avait pour certains patients eu des décomptes en fait de CD4, et quand les CD4 étaient bas, ça faisait un facteur de risque en plus, donc ça pouvait faire discuter le Bactrim. Bon, nous c'est pas quelque chose qu'on fait en systématique, et on se base surtout sur le 5 à 10 fois la normale, avec une zone grise entre 5 et 10 et une mise systématique à partir de 10. Donc maintenant qu'on a vu les complications, la question principale à se poser finalement, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer en termes de prise en charge de l'hypercortisolisme. Et donc sur la prise en charge de l'hypercortisolisme, il y a globalement 2 approches. Si vous avez accès à des traitements médicamenteux, c'est soit une approche à type de titration, soit une approche à type de block and replace. Et donc vous savez que le principe de titration en fait, c'est qu'on va augmenter la dose très très vite. Donc tous les 3 jours en fait, on augmente la dose avec un contrôle à minima du cortisol le matin au lever, voire du cortisol le soir, puisqu'en fait c'est des patients qui ont un plateau de sécrétion de cortisol, donc même le cortisol du matin est informatif. Soit une approche de type block and replace, sur lequel on va augmenter les doses très rapidement et très vite racheter l'hydrocortisone. La façon dont ces 2 approches doivent être faites reste très discutée. Voilà, on est en train là de finaliser on va dire un consensus d'experts sur cette prise en charge là, et en fait sur les 6 ou 7 gros centres qui étaient impliqués, on se rend compte qu'on a tous des pratiques différentes. Nous on a tendance à démarrer en titration en augmentant très très vite. Et dès que le cortisol commence à décrocher, à passer vers les 300 nanomol par litre, on rajoute de l'hydrocortisone. Il y a des centres qui considèrent que les taux de cortisol sont tellement hauts qu'en fait on peut rajouter d'emblée de l'hydrocortisone à dose physiologique, 20 mg par jour, et mesurer uniquement le cortisol le matin à 8 heures. Et puis d'autres centres en fait qui ne donnent pas d'hydrocortisone, qui donnent de la prednisone, qui a l'avantage de ne pas croiser avec le dosage de cortisol, dans l'optique de pouvoir continuer à faire des cycles de cortisol. Bon. Donc ça après, ça reste très discuté, c'est de la pratique. Chacun a sa pratique idéale, mais l'idée c'est quand même d'essayer de faire baisser les taux le plus vite possible. Alors je vais passer sur le schéma d'action des inhibiteurs de la stéroïdogénèse que bon, voilà, vous connaissez, c'est juste pour rappeler en fait que finalement les inhibiteurs de la stéroïdogénèse actuels, ils agissent à peu près tous sur toutes les mêmes étapes, mais certains agissent sur des étapes
de façon plus importante que d'autres, en particulier la méthoxypyrone, qui va bloquer la 11-bêta et entraîner une accumulation de précurseurs, déoxycortisol qui va pouvoir poser un problème en termes de dosage de cortisol par un croisement avec le cortisol, déoxycorticostérone qui va entraîner un effet aldostérone-like et donc risquer une aggravation de l'hypokaliémie et de l'hypertension artérielle. Alors, donc c'est là où ça va être un peu compliqué parce qu'effectivement vous n'avez pas accès à toutes les molécules. Donc j'ai démarré par la méthyrapone parce que si j'ai bien compris, vous commencez à avoir accès à cette molécule. La méthyrapone, c'est un médicament qui marche très 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 bien, de façon très rapide et qui a l'avantage d'avoir une demi-vie courte, donc sur laquelle on peut vraiment augmenter les doses de façon très rapide. Je vous présente ici les données de la plus grosse étude rétrospective publiée au Royaume-Uni, basée sur 164 patients. La difficulté principale est qu'il n'y a pas de séparation entre les patients sévères ou pas sévères, mais on peut voir quand même en fait sur les schémas ici, donc là c'est les taux de cortisol à 9 heures, on peut voir qu'il y avait des patients quand même qui avaient des taux de cortisol à 9 heures qui étaient quand même assez élevés, si on part à plus de 1000, et vous voyez quand même qu'il y en a un certain nombre qui ont baissé. Alors toute la question est de savoir si la dose était suffisamment augmentée ou pas. Mais en tout cas, dans notre expérience dans le centre, c'est un médicament qui marche très très vite et très très bien. Et on peut très vite démarrer à 6 ou 9 comprimés par jour, et puis monter à 12, voire à plus si besoin. Alors c'est souvent des hors indications de mise sur le marché. Voilà, la seule problématique de ce médicament, c'est le risque d'aggravation de l'hypokaliémie et de l'hypertension artérielle, qui peut être quand même assez facilement contrôlé par l'ajout de spironolactone. Voilà, donc c'est toujours les données de la série Royaume-Uni. Vous voyez que j'ai une initiation de dose à 6 ou 9 comprimés par jour, c'est ce qu'on fait. Surveillance tension et potassium et souvent ajout systématique de spironolactone. Et puis attention, parce que comme c'est un médicament qui marche très très bien, on peut faire très très vite une insuffisance surrénalienne et on peut même faire une insuffisance surrénalienne un peu décalée dans le temps. Donc il faut que les patients soient éduqués. Voilà, donc bon, je ne détaille pas ici parce que finalement dans la série, en fait, ils ne s'intéressaient pas spécifiquement aux sévères et donc c'est quand même assez difficile de faire la part des choses. Depuis les papiers de Peter Kamenicki à Bicêtre et puis de Bordeaux, on sait qu'on peut aussi associer kétoconazole et méthyrapone et que ça marche très très bien avec des blocages un peu plus renforcés au niveau des enzymes de la stéroïdogénèse. Donc là, 14 patients avec sécrétion ectopique. Et vous voyez dès la fin de la première semaine, une baisse du cortisol urinaire de 24 heures passée de 40 fois à 3 fois la normale. Et à la fin du premier mois, un CLU normalisé dans 75% des cas. Donc on passe d'un cortisol très augmenté, donc d'un hypercortisolisme très sévère, à un hypercortisolisme résiduel qui va être beaucoup plus facile à contrôler. Alors, sauf erreur, vous n'avez pas accès au kétoconazole, vous y aurez peut-être accès, mais en gros, c'est des comprimés à 200 mg et pour lesquels on va démarrer à une dose intermédiaire à 800 mg, 4 par jour, en association avec 6 à 9 comprimés de méthoxypyrone. Et donc, souvent, en fait, les effets secondaires vont s'antagoniser sur le plan hypokaliémie, hypertension artérielle. Donc, c'est pas le problème. Le seul problème véridique, en fait, c'est l'augmentation des enzymes hépatiques qui nécessite, quand on démarre à des doses comme ça, une surveillance toutes les 48 à 72 heures. Donc, je vous ai mis ici les doses classiques. J'ai rajouté le mitotane. C'est vrai que nous, on n'utilise pas le mitotane en situation aiguë, mais je peux tout à fait comprendre en fait qu'il soit utilisé si on n'a pas d'alternative thérapeutique, avec une limite majeure qui est le mitotane n'a pas un effet immédiat. Vous savez qu'il s'accumule dans le tissu adipeux, donc il va quand même falloir quelques semaines avant qu'il commence à diffuser. Et donc dans les séries de Cushing sévères pour lesquelles le mitotane a été utilisé, c'était le plus souvent dans le cadre d'associations. Donc en fait, on démarrait avec des inhibiteurs de la stéroïdogénèse d'action très rapide, on rajoutait le mitotane en parallèle, et au bout d'un mois à peu près, quand le mitotane commençait à faire effet, on baissait progressivement la dose d'inhibiteurs de la stéroïdogénèse d'action rapide pour le laisser au long cours pour des patients qui n'étaient pas opérables. Bon, dans ce cas-là, la surveillance est à peu près la même. Attention, encore une fois, le risque d'insuffisance surrénalienne et puis le risque hépatique. Alors, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je sais que vous n'y avez pas accès et vous avez déjà dû beaucoup en entendre parler. Vous savez qu'il y a d'autres molécules qui peuvent être utilisées. Donc, l'osilodrostat en monothérapie. L'osilodrostat, c'est un équivalent de méthoxypyrone avec potentiellement un effet de blocage un peu plus élevé, mais vraisemblablement une rapidité d'action qui est un peu plus lente. Voilà, avec un effet sur le plan efficacité assez
on va dire, un peu plus difficile en fait à anticiper, avec un effet rapide au bout de 2 jours à peu près, mais qui n'est pas l'effet maximal étant obtenu en règle générale 2 à 3 semaines plus tard. Ce qui veut dire qu'avec ce traitement, vous pouvez arriver à contrôler vos patients, mais vous pouvez très bien avoir un patient normalisé et qui va faire une insuffisance surrénalienne au moment du plateau d'efficacité, donc en décalé 2 à 3 semaines après. Donc tout ça pour dire que ça c'est la série rétrospective française qui est basée sur 33 patients avec sécrétion ectopique, hypercortisolisme sévère pour la majorité. Vous voyez que la majorité des patients avaient un CLU qui était à plus de 5 fois la normale, et vous voyez aussi que la majorité des patients finissent contrôlés en fin d'étude avec des approches thérapeutiques qui correspondent à ce qu'on a dit tout à l'heure, soit titration, soit block and replace, soit titration puis block and replace. Et une dose moyenne nécessaire de 25 mg par jour, ce qui a un coût véritable, puisque l'osilodrostat est un médicament qui est quand même assez cher en France. Voilà, donc c'est un médicament qui marche très bien. Alors j'ai mis une diapositive sur l'étomidate, pas parce que je l'utilise, parce qu'en pratique nous on l'utilise jamais, parce que souvent on me pose la question sur l'étomidate, j'ai pas d'expérience en fait de ce traitement, j'ai jamais eu besoin de l'utiliser, mais il y a des cas qui ont été rapportés dans la littérature, il y a des séries dans la littérature de quelques cas, d'une dizaine ou une quinzaine de cas, qui montrent que ça marche très très bien et très vite. Donc vous savez que l'étomidate, c'est un inhibiteur de la stéroïdogénèse, mais qui a quand même l'inconvénient majeur d'être utilisé en induction d'anesthésie, et donc quand il est utilisé en induction d'anesthésie, c'est à des doses différentes. Et donc c'est vrai qu'il y a toujours une inquiétude sur le fait d'utiliser ce type de traitement qui a comme intérêt majeur de pouvoir être utilisé chez des patients qui ne peuvent pas avaler les comprimés, chez des patients qui ont un Cushing quand il n'y a pas de réa à proximité. Voilà. Donc bon, ça marche très très bien en pratique avec un profil block and replace, c'est-à-dire vous mettez en place ce traitement, vous le titrez, ça agit très vite, ça bloque et vous rajoutez de l'hydrocortisone. Voilà. Mais c'est un traitement qui est un peu difficile à utiliser et qui nécessite d'avoir à côté des gens qui savent l'utiliser de réa, quoi. Voilà. Donc j'en parlerai pas spécifiquement. Donc on a vu finalement les traitements médicamenteux. L'alternative, c'est bien évidemment la surrénalectomie bilatérale en traitement de sauvetage. On ne peut pas lui enlever le fait qu'elle est rapidement efficace, mais que dans les séries de la littérature qui ont évalué finalement ces risques, en situation aiguë, si vous ne contrôlez pas les taux de cortisol avant, il y a quand même un risque de mortalité net, alors qui n'est pas très élevé, qui est dans à peu près de 2 à 3% des cas. Enfin, ça existe quand même avec des suites qui peuvent être un peu compliquées du fait de problèmes de cicatrisation, du fait du risque d'infection en post-opératoire immédiat par rapport à ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis voilà toutes les complications potentielles que j'ai listées ici, les risques de défaillance cardiaque péropératoire, les infections opportunistes, les troubles de la coagulation avec un risque d'embolie pulmonaire qui est assez majeur, bien évidemment la façon dont on va gérer l'insuffisance surrénalienne aiguë et l'adaptation des doses d'hydrocortisone, voire même un risque de décompensation psychiatrique au réveil du fait de la baisse brutale des taux de cortisol. Dans le consensus dont je vous ai parlé au début de la Pituitary Society, ce qui était dit en pratique, c'était que il pouvait y avoir un intérêt à donner des traitements à viser contrôle de cortisol, mais que ça restait quelque chose de l'ordre de la discussion, puisqu'actuellement il y a quand même très très peu de données dans la littérature. En tout cas, nous, c'est une approche qu'on a fait maintenant de façon systématique et par rapport au panel de traitements qu'on a, on ne fait plus ou quasiment plus de surrénalectomie bilatérale. Donc, pour vous donner une idée, par exemple, c'est la patiente dont on parlait en début, nous, ce qu'on a fait sur cette patiente, on l'a hospitalisée, on a instauré de la spironolactone à raison de 100 mg par jour, avec une supplémentation potassique, elle a été mise sous insuline. La légère perturbation hépatique a fait qu'on n'a pas voulu essayer le ketoconazole. Voilà, on a mis l'osilodrostat en monothérapie à 20 mg par jour, surveillance tensionnelle, ionogramme, avec ACTH cortisol tous les 2-3 jours. On aurait très bien pu démarrer, si vous n'avez pas accès à l'osilodrostat, avec la métopyrone. Je pense que dans ce tableau-là, avec ce CLU-là, on aurait probablement démarré à 9 comprimés par jour, répartis en 3, 3, 3, ou bien 4 prises par jour. Vous savez que c'est un médicament qui a une très courte durée d'action, et il est vraisemblable qu'on aurait eu les mêmes chiffres sur le plan efficacité, avec une surveillance identique. Alors juste un mot pour dire que
le dogme en fait on n'utilise pas le kétoconazole dans les hypercortisolismes sévères du fait de perturbation du bilan hépatique a quand même été remis en question par une lettre de Bordeaux en 2018 où ils montraient qu'ils avaient quelques patients chez qui le simple fait de diminuer les taux de cortisol améliorait le bilan hépatique. Et donc en améliorant le bilan hépatique, bien évidemment, ça a prouvé qu'il n'y avait pas de contre-indication absolue. Ça reste quand même très débattu, sous-entendu, c'est prendre un vrai risque de mettre du kétoconazole chez quelqu'un qui a déjà une perturbation du bilan hépatique. Donc en tout cas, si on le fait, il faut vraiment le surveiller de façon très rapprochée. Donc en conclusion, pour les hypercortisolismes très sévères, notre approche, c'est traitement symptomatique, toutes les complications, et on propose derrière un traitement de l'hypercortisolisme. Ce traitement d'hypercortisolisme, nous, on a pris l'habitude soit de faire des associations kéto-métaux, soit de donner que de la métopyrone, soit de donner le zilodrostat. Comme indiqué tout à l'heure, j'ai pas d'expérience en fait sur l'étomidate, et on avait utilisé il y a une vingtaine d'années, on en avait fait un papier d'ailleurs, la mifepristone comme bloqueur de récepteurs de glucocorticoïdes. Depuis, il y a une autre molécule qui est sortie équivalente en bloqueur, mais on n'y a pas accès en France. La question qui se pose est donc, est-ce qu'il faut faire une surrénectomie bilatérale? C'est toujours risqué, a priori, de faire une surrénectomie bilatérale chez quelqu'un qui est toujours en hypercortisolisme. Et donc le mieux, c'est quand même d'essayer un peu de refroidir l'état général, donc de faire baisser les taux de cortisol dans un premier temps, et le cas échéant, en absence d'alternative, de proposer une surrénectomie bilatérale. Mais si vous avez accès à la métopyrone, le ou la patiente peut très bien rester au long cours sous métopyrone et associer une prise en charge étiologique. Voilà. Pour titration et block and replace, on en a déjà parlé. Voilà, juste pour rappeler que l'idée d'augmentation progressive des taux, l'avantage c'est que c'est intuitif, ça donne un faux sentiment en fait de contrôle. C'est-à-dire qu'on se dit qu'en augmentant les taux, on va pouvoir savoir où on en est, contrôler plus facilement et diminuer le risque d'insuffisance surrénalienne. C'est pas vrai avec ce type de médicament parce qu'en fait l'insuffisance surrénalienne elle peut arriver à peu près n'importe quand. L'inconvénient c'est que ça nécessite une augmentation progressive, on part de doses basses et cette augmentation progressive elle n'est pas toujours adaptée à un état d'hypercortisolisme sévère. Le block and replace, l'inconvénient majeur c'est le coût puisqu'en général on met des doses beaucoup plus élevées. C'est la question de quand et comment démarrer le traitement substitutif et puis des effets secondaires de plusieurs traitements associés. L'avantage principal, c'est qu'on démarre à des doses très très fortes, et puis le patient est déjà insuffisant surrénalienne, donc en pratique on l'éduque, là où, c'est ce que je disais tout à l'heure, en titration on a ce faux sentiment de sécurité lié à l'absence d'augmentation rapide, et on se dit qu'il y a moins de risques, alors qu'en pratique le risque il y est également. Voilà, donc toujours dans ces guidelines de la pituitarie, ce qui avait été dit, c'était qu'une approche de type block and replace, elle pouvait être considérée chez les patients avec maladies sévères, mais que ça restait à l'appréciation du clinicien. Voilà, il y a très peu de données dans la littérature sur le block and replace, donc ça reste quand même discuté. Voilà, j'en arrêterai là. En conclusion, donc l'hypercortisolisme sévère se définit par l'existence de complications entraînant un risque vital et par un taux de cortisol hyporénaire des 24 heures élevé, au moins 5 voire 10 fois la normale. Plusieurs options en fonction de ce à quoi vous avez accès, mais encore une fois, si vous avez accès à la métopyrone, ça peut être un très bon traitement de première ligne qui permet en fait de temporiser, de stabiliser le traitement, le patient, et puis d'attendre pour voir ce qu'on peut lui proposer sur le plan étiologique, le cas échéant. La surrénectomie bilatérale reste une option, mais je pense qu'elle est quand même un peu risquée. Voilà, et donc ça reste quand même une situation rare, mais il faut considérer que les patients sont très fragiles quand ils arrivent dans cette situation, et il y a un risque non négligeable en fait de décès imposant une prise en charge la plus rapide possible. Voilà, je vous remercie de votre attention.